Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que vous portez bien. Elle aura été jusqu'en Cour suprême pour faire entendre sa cause. La rainette faugrillon, une espèce en péril, sera donc protégée, du moins à la prairie en Montérégie. La Cour suprême du Canada déboute ainsi la demande d'un promoteur immobilier qui désirait construire des résidences sur un terrain doté de zones humides. Ce dernier avait fait appel d'un précédent jugement de la Cour d'appel fédérale à la suite d'un permis de construire octroyé par Québec. Ce petit batracien aura donc fait entendre sa voix en imposant le respect du décret d'urgence pris pour le protéger en vertu de la loi sur les espèces en péril. Cela faisait 4 ans que nous attendions cela et c'est une nouvelle porteuse d'espoir pour la rainette faugrillon. Cette espèce souffre toutefois encore de l'appétit des promoteurs sur la rive sud de Montréal. À Longueuil, en décembre dernier, des travaux de drainage ont commencé au sein d'un milieu humide, le boisé de Tremblay, où les rainettes hibernaient. Les citoyens attendent toujours l'adoption du plan régional des milieux humides et hydriques de la municipalité, une obligation de la loi québécoise sur l'eau destinée à protéger et préserver les fonctions écologiques de ces milieux fragiles. Nous parlons aujourd'hui à Je vote pour la science de conservation des milieux humides et de la protection de la rainette faugrillon. Ne bougez pas. La rainette faugrillon a gagné sa cause en Cour suprême. C'est une belle nouvelle qui procure beaucoup d'espoir pour ce petit amphibien en péril, du moins à la prairie, en Montérégie. Pour en parler, je rejoins Alain Branchot, directeur général de la section Québec de la Société pour la nature et les parcs du Canada, la SNAP Québec. Bonjour. Bonjour. Je rejoins aussi Patrick Bourgeois, photographe animalier, militant et guide de plongée. Bonjour. Bonjour. Mais vous êtes très familier aussi avec Longueuil. Ouais, j'y passe beaucoup de temps, mettons. Ce nouveau jugement vient de confirmer que la loi sur les espèces en péril peut s'exercer partout au pays et même sur les terres privées. Il y a d'autres milieux humides sur la rive sud de Montréal qui gagneraient ainsi d'être protégés. Donc la rainette faugrillon a gagné sa cause en Cour suprême et c'est une victoire pour la protection de la biodiversité. Il y avait pourtant eu un décret d'urgence en 2016, je pense, pour la protéger. Pouvez-vous nous rappeler les détails de ces péripéties judiciaires, Monsieur Branchot? Oui, en 2013, Environnement Canada a reçu 3 demandes en vertu de l'article 80 de la loi sur les espèces en péril pour qu'un décret d'urgence soit pris pour protéger la rainette faugrillon à la prairie, Candiac-Saint-Philippe, donc le secteur là, de cette métapopulation-là. Et la raison étant qu'il y avait une menace imminente à un habitat très important pour l'espèce. Et à partir du moment où Environnement Canada a reçu cette demande-là, il y a eu une analyse qui a été faite à l'interne. Et à la fin de décembre 2013, la ministre en poste avait décidé de ne pas recommander au gouverneur en conseil la prise du décret d'urgence. Et il y a eu une contestation en cours et qui a mené éventuellement en 2016. Le gouvernement a revisité sa décision et il y a eu un décret qui a été pris en juin 2016 pour protéger cet habitat-là. Il y a eu plein de contestations juridiques qui ont suivi la décision du gouvernement canadien. Une première décision importante en juin 2018 où le juge René Leblanc a vraiment fait un travail extraordinaire pour bien camper l'idée que l'utilisation de la loi sur les espèces en péril est constitutionnelle. Détruire l'habitat d'une espèce en péril, c'est un crime, c'est valide en droit criminel, qu'il y a aussi une valeur morale, que protéger les espèces en péril, c'est devenu une valeur sociétale fondamentale. Il a été vraiment très, très loin dans cet esprit-là. Et donc, ce jugement-là est allé en cour d'appel qui a rendu sa décision en mai 2020. Et là, on a vraiment
confirmer la validité du jugement de première instance. Le promoteur a amené cette décision-là, contesté cette décision-là, et la Cour suprême, finalement, a refusé d'entendre la cause, confirmant le jugement de la Cour d'appel. On se retrouve vraiment avec un outil extraordinaire, la loi sur les espèces en péril, et la possibilité de protéger des espèces comme la rainette faugrillon. Oui, est-ce que c'est la première fois qu'une espèce protégée en péril se retrouve justement en Cour suprême et gagne finalement sa cause? Dans le dossier de la loi sur des espèces en péril, c'est une loi qui commence à avoir un peu d'âge, officiellement adoptée en 2002, mais c'est vraiment le premier dossier qui se rend aussi loin et qui est vraiment important parce qu'au départ, les gens pensaient que la loi sur les espèces en péril ne serait jamais validée et sa constitutionnalité ne serait pas validée parce que pour plusieurs espèces, par exemple des espèces fauniques en terre privée ou en terre provinciale, les gens disaient que la loi n'avait pas la portée ou la légitimité. Et là, d'où l'importance de ce qui s'est passé en 2020, où à la fois la Cour d'appel et le refus de la Cour suprême d'entendre la cause ont confirmé toute la légitimité du gouvernement fédéral d'intervenir lorsque les provinces ou les territoires n'assument pas pleinement leur responsabilité de protection des espèces en péril. Donc, c'est vraiment un jugement historique. Et au-delà des éléments qu'on a déjà mentionnés sur ce jugement-là, il faut rappeler que les juges ont insisté beaucoup sur l'importance de tenir compte des avis scientifiques et ont aussi insisté sur l'importance des engagements internationaux que prennent, que ce soit un gouvernement provincial ou un gouvernement fédéral, dans l'application des lois. Et dans ce cas-là, le Québec, le Canada sont solidaires de la Convention sur la diversité biologique. Et le Québec, Montréal et même l'autre du secrétariat de cette convention-là. Donc, on doit montrer, de par nos actions puis de la mise en œuvre de nos outils légaux, l'importance là de les mettre en œuvre, donc, et de protéger les habitats. Oui, tout à fait. Monsieur Bourgeois, vous connaissez bien la rarissime rainette faugrillon. Vous avez réussi à la photographier et à la filmer. Présentez-la nous. Ben c'est ça, moi, ma démarche, c'est un peu différent. Hein. C'est extraordinaire ce qu'Alain fait. Moi, j'essaie de mobiliser les émotions des gens en montrant des animaux qui sont fragiles, mais magnifiques. Fait que moi, autant sous les flots du Saint-Laurent que dans les milieux humides. Puis la rainette faugrillon, ben c'est ça fait à peu près 5 ans que j'ai une relation, entre guillemets, avec cet animal-là. Je passe beaucoup de temps assis dans les flaques d'eau de Longueuil, Boucherville et compagnie pour essayer de la montrer parce que les gens, tu sais, bon, c'est toujours plus difficile avec des animaux qui sont minuscules. On dirait que les humains sont plus attachés aux animaux comme les bélugas, les éléphants puis tout ça, puis arriver avec un animal minuscule, c'est plus difficile. Fait qu'il faut le montrer. Fait que c'est pour ça, moi, tout le travail que j'ai fait, c'était pour montrer que c'est pas juste un non-rainette faugrillon, c'est un animal qui symbolise des milieux, des écosystèmes qui sont super riches, qui sont malmenés. Hein. On a détruit à peu près 85% des milieux humides autour de Montréal, donc il en reste vraiment pas beaucoup. Puis pour que les gens, moi, ce que j'aimais aussi beaucoup de la rainette faugrillon, c'est que c'est un animal de proximité. Il vit vraiment à côté de nos maisons de plastique de banlieue. Il est vraiment dans nos cours. Il est proche de nous. Ça fait qu'il y a aussi nos comportements à nous qui ont des impacts sur sa situation. Puis ben c'est ça, c'est un animal hein, la femelle peut mesurer à peu près jusqu'à 2,5 cm. C'est vraiment tout petit, ça tient sur le bout du doigt. Mais en même temps, ce qui est extraordinaire, c'est qu'un animal aussi petit peut faire autant de bruit. T'sais, au printemps, quand je les filme puis je les pose, c'est vraiment lors de la période de reproduction, les mâles chantent. Puis il y en a tellement, puis c'est tellement fort qu'à la fin de la journée, quand je rentre chez moi, j'ai comme les oreilles qui bourdonnent. Puis tu te dis, c'est vraiment un animal c'est gros comme un raisin. Là. Ça fait que c'est ça qui fait en sorte que j'ai les oreilles qui bourdonnent comme ça. Puis c'est aussi
la fragilité de l'espèce, mais sa résilience. Tu sais, cet animal-là, la nature lui a posé plein de défis sur son chemin pour réussir à survivre. C'est moi, j'ai vu les couiscales bronzés chasser les rainettes faux-grillons dans les flaques d'eau. Les autres amphibiens plus gros, c'est des risques pour cet animal-là. Même certains insectes aquatiques. Fait que la nature a déjà rendu sa situation assez compliquée. Puis on ajoute à ça une pression humaine énorme. Hein? Moi, quand je fais mes photos, plus souvent qu'autrement, je suis assis dans une flaque d'eau, puis il y a quelques mètres de moi, c'est le boulevard Roland-Terrien, puis c'est des autos qui passent sans arrêt. Les mâles, quand ils sont dérangés, que ce soit un hélicoptère qui passe ou un gros camion qui tombe dans un trou dans le chemin, ils arrêtent de chanter pendant quelques instants, mais il faut garder à l'esprit que cette rainette-là est engagée dans une course contre la montre. Tu sais, le printemps, elle commence à chanter de bonheur parce qu'il faut vraiment que la saison de reproduction se passe bien, que les œufs soient confiés à la flaque d'eau. Faut pas que la flaque s'assèche, faut pas qu'il y ait trop de poissons qui viennent manger les œufs. Il faut que les têtards aient le temps de se développer pour que rendu à l'automne, elle soit assez développée pour être capable de s'enfouir dans le sol forestier, pour être capable de passer à travers l'hiver. C'est quand même phénoménal que cet animal-là, moi je trouve que c'est un guerrier, cet animal-là. J'ai un énorme respect pour cette petite rainette faux-grillon-là. Oui, Monsieur Branchot, est-ce qu'on en a beaucoup des rainettes faux-grillons au Québec? Ben, c'est une bonne question parce que c'est une espèce qu'on peut entendre justement au printemps, comme faisait allusion Patrick. Et c'est difficile à dénombrer. Et la meilleure mesure qu'on a de l'espèce, c'est sa présence et le nombre d'étangs de reproduction qu'on peut capter au printemps. C'est d'une façon indirecte qu'on peut voir l'évolution des populations et les déclins. Alors, le nombre exact d'individus varie beaucoup. Puis, c'est une espèce qui, au niveau de sa stratégie, de son cycle de vie, la durée de génération, c'est environ 1 an. Donc, c'est une espèce qui vit très peu longtemps. Et elle va... c'est structuré en métapopulation. Puis, ce que ça veut dire, ça, c'est que il va y avoir différents étangs qui vont être utilisés pour la reproduction au printemps. Et imaginons l'année 2020 où ça va très bien dans tel étang, mais moins bien dans l'autre. L'importance d'avoir des corridors de connectivité entre ces différents étangs-là qui sont utilisés pour permettre justement de recoloniser l'année suivante l'étang qui a moins bien été. Puis c'est une espèce qui se reproduit dans des milieux humides temporaires. Pour une des raisons qu'a évoqué plus tôt Patrick aussi, donc les insectes aquatiques qui ont des cycles de vie qui sont longs, qui vont être des prédateurs ou d'autres grenouilles qui ont besoin d'étangs permanents pour se reproduire. La rainette faux-grillon va aller chercher des étangs qui vont couper le cycle de ces espèces-là et empêcher aussi qu'il y ait des poissons qui soient présents, qui peuvent devenir des prédateurs. Donc c'est vraiment l'importance des milieux humides temporaires. Et c'est un défi supplémentaire parce que on reconnaît peu les étangs temporaires dans l'analyse de la présence de milieux humides au Québec. Donc, c'est un des défis encore pour la rainette. Puis peut-être pour faire écho sur un des points qu'a mentionné Patrick plus tôt, au niveau de l'importance de faire connaître cette espèce-là, la beauté de cette espèce-là, la richesse que ça peut représenter là, pour... dans l'imaginaire collectif même, un des premiers jugements importants qui a eu lieu, dans le dossier de la rainette faux-grillon, c'est le juge Martineau qui l'a prononcé. Et c'est lui qui a forcé finalement le gouvernement canadien à revoir sa décision et à éventuellement recommander au gouverneur en conseil de prendre un décret d'urgence. Il a mentionné la rainette, faut la voir comme si c'était un éléphant, comme si c'était un tigre, comme si c'était un beluga, puis c'était une bébête à poil qui avait beaucoup un beau sourire et une belle face. Oui, de charisme. Une face cute, ouais, du charisme finalement. Puis de dire que il fallait justement s'assurer maintenant qu'on regarde toutes ces espèces-là, toute cette diversité-là, avec autant de respect qu'on le fait pour des animaux plus charismatiques. Donc déjà, cette idée-là, il a semé les graines, le juge Martineau,
de l'importance de la valeur sociétale de la biodiversité, non seulement sur des bases esthétiques et anthropomorphiques, mais aussi sur l'importance du service que puissent rendre ces espèces-là et l'importance qu'elles occupent dans l'équilibre de la planète. Donc, il y a vraiment eu des gains extraordinaires en termes de jurisprudence, puis faire évoluer la société grâce à la rainette faugrillon. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. La conservation des milieux humides et la protection de la rainette faugrillon vont de pair. Le Canada possède des obligations internationales en vertu de la Convention de la diversité biologique, mais les différentes juridictions compliquent peut-être un peu tout ça. Est-ce que la protection des espèces doit passer plus systématiquement par les tribunaux, Monsieur Branchot? Je pense que c'est un détour nécessaire. Qu'on doit faire ça. Donc, c'est impossible au départ d'écrire les lois pour prévoir toutes les circonstances. Et on l'a vu dans le dossier de la rainette faugrillon, on a fait évoluer le droit en termes de protection de la biodiversité, mais aussi les mentalités. On donne du courage au gouvernement pour appliquer les lois. On crée un contexte où on force aussi les différentes paliers de gouvernement à assumer leurs responsabilités. Et là, il y a vraiment, au niveau du gouvernement du Québec, au niveau du ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs, une obligation à vraiment entendre le signal qu'ils ont reçu. Je pense qu'ils ont fait preuve vraiment de laxisme jusqu'à maintenant, avec le refus de la décision de la Cour suprême d'entendre le promoteur. Le Québec doit absolument mettre à jour le règlement sur les habitats fauniques. Il doit absolument faire en sorte qu'on puisse appliquer sur des terres privées les mesures de protection de la rainette faugrillon. En ce moment, il n'y a aucun outil vraiment performant au niveau du droit québécois pour protéger la rainette faugrillon. Les autres outils qui sont disponibles sont des détours ou sont des mécanismes qui sont trop lents. Par exemple, à Longueuil, ça fait des années qu'on attend la mise en place du refuge faunique en vertu de la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. Il n'y a aucune raison là, pourquoi c'est pas fait cette affaire-là. Ça n'a aucun bon sens. Et le Québec là, doit vraiment mettre la pédale sur l'accélérateur et s'assurer qu'on ait les outils nécessaires pour protéger les espèces fauniques sur les terres privées et que les mécanismes d'application et de mise en œuvre de ça soient des automatismes. C'est absolument inacceptable qu'en 2021, en 2020, on accepte encore de détruire des habitats de la rainette faugrillon. C'est juste inacceptable. Oui, donc, justement, parlons-en de Longueuil. Sur les terrains privés, c'est plus compliqué de surveiller que tout s'y déroule bien. Cela repose souvent sur des sonneurs d'alerte et des militants écologiques, comme vous, Monsieur Bourgeois. Oui, ben le problème de la rainette faugrillon, c'est que les dernières populations qu'on a au Québec, plus souvent qu'autrement, elles se retrouvent sur des terres privées. Puis évidemment, ceux qui possèdent ces terres-là, ce sont plus souvent qu'autrement des promoteurs qui espèrent développer les terrains pour construire condos, bungalows et toutes sortes d'habitations par-dessus les habitats de la rainette faugrillon. Puis à Longueuil, ben c'est ça. Ce qu'on a vu là à la fin du mois de novembre, c'est que un promoteur en toute illégalité, le groupe Châtonny puis Gaétan Houle, ce sont les deux actionnaires là, de la dite compagnie, ben eux, ils ont engagé quelqu'un avec un tracteur, puis ils ont vraiment fait des tranchées, ils ont vraiment asséché un milieu humide qui se trouvait là, qui est à côté du boisé du Tremblay, qui est vraiment un des derniers lieux où il y a encore vraiment beaucoup de population de rainette faugrillon. Ça fait que ils ont asséché ça, ils ont passé avec un tracteur par-dessus l'endroit où il y avait des grenouilles, où il y avait des rainettes, où il y avait des amphibiens, où il y avait toutes sortes d'espèces, parce que la rainette, c'est ça, ça symbolise ces milieux de vie-là. Puis évidemment, bon, ces gens-là, ils choquent parce que là, on les empêche de faire ce qu'ils veulent, parce que
évidemment, quand on dit qu'il y a une rainette faugrillon, Alain le soulignait, on ne peut pas détruire les habitats de la rainette faugrillon. C'est une espèce menacée, c'est une espèce... Ce qui reste, il faut le protéger comme la prunelle de nos yeux. C'est vraiment super précieux. Puis bon, quand on sonne l'alarme, ça plaît pas aux promoteurs. C'est pour ça qu'ils m'ont envoyé une mise en demeure pour que je cesse de parler, mais moi, je m'arrêterai pas de parler. Il n'y a aucunement question qu'on laisse détruire ces milieux de vie-là. Puis là, la ville de Longueuil a condamné le promoteur en question avec 2 amendes. Puis il y a un terrain de la ville de Longueuil qui a été endommagé par ces travaux-là. Fait que la ville de Longueuil exige la remise en état. Mais là, on est en train d'attendre que le ministère de l'Environnement exige la remise en état des 3 lots qui ont été touchés, là, parce que puis là, c'est toujours pas fait. L'eau s'écoule encore au moment où on se parle présentement, depuis la fin du mois de novembre. Et l'eau qui coule présentement, c'est l'eau du boisé du Tremblay. Puis le boisé du Tremblay, oui, il y a des rainettes faugrillons, mais il y a toutes sortes d'espèces qui vivent dans les marécages qui vont souffrir si on assèche encore davantage ce milieu-là. C'est ça, c'est que la rainette a fait face à plein de défis, puis en plus, elle doit se battre contre des promoteurs qui sont riches à millions et qui, mettons que la vie naturelle, pour eux, ça leur importe peu. Tout ce qu'ils veulent, c'est faire beaucoup de profit avec des nouveaux condos. Puis ça me révolte au plus haut point. Il y a beaucoup d'ailleurs d'urbains qui se rendent au boisé du Tremblay, et c'est pour ça que la municipalité a fait des trottoirs. C'est elle nous offre une opportunité extraordinaire. Moi, je l'appelle l'animal le plus politique du Québec, encore plus que le beluga, parce que la rainette faugrillon, c'est comme un condensé de tout. Hein. Il y a de la manque de volonté des gouvernements, il y a des promoteurs, il y a aussi les comportements individuels qui affectent. T'sais, moi, quand je me promène dans ces milieux humides-là, je vois plein de gens qui se promènent avec des chiens pas attachés, les chiens sautent d'un flaque d'eau, je vois des gens qui laissent les excréments des chiens traîner un peu partout, il y a des gens qui tirent des cochonneries dans ces milieux-là. On dirait que, puis je reviens à ce que je disais au départ, convaincre les gens que ces animaux-là sont beaux pour mieux les convaincre d'en prendre soin. Puis tant qu'on va pas penser que on croira pas que c'est des beaux animaux, c'est plus facile d'avoir des mauvais comportements dans ces lieux-là. Le boisé du Tremblay, oui, les passerelles, je comprends pourquoi on les a fait. C'est une façon de permettre aux gens de s'approprier ces milieux-là. Mais en même temps, il n'y a jamais rien de parfait. Il y a tellement de gens maintenant dans le boisé du Tremblay. C'est sûr que tantôt je parlais du bruit qui dérange qui dérange les saisons de reproduction de la rainette. C'est sûr que ça a des impacts. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que j'aurais aimé mieux que ce soit des condos qui soient construits là? Bien sûr que non. Mais c'est tout un défi que cette grenouille-là, que cette rainette-là nous pose, parce que ça implique de changer beaucoup de nos comportements. Il faut agrandir les habitats de rainettes faugrillon qui demeurent. Puis là, moi, ce qui me rend heureux, parce qu'il faut quand même nous donner de l'espoir avec tout ça, c'est qu'il y a quand même des projets qui sont faits en Montérégie pour faire des corridors verts, pour relier les derniers îlots forestiers que j'ose appeler, moi, des prisons fauniques. Là, on a abondamment parlé des chevreuils dans le parc Michel-Chartrand, mais c'est pas de leur faute, ça. Il reste 3 arbres, à un moment donné, puis il y a des routes tout le tour, ils sont plus capables de sortir de là. Il faut désenclaver ces îlots forestiers-là, il faut étendre les derniers habitats de rainettes faugrillon, parce que justement, les défis qui se posent à cet animal-là, si un printemps est plus difficile à cause des bouleversements climatiques qui affectent aussi la rainette faugrillon, il faut qu'il y en ait suffisamment dans suffisamment d'endroits pour qu'elle soit capable de passer à travers tout ça. Parlons de la rainette faugrillon, mais c'est tout ce qui reste de nature autour d'une agglomération comme Montréal. Puis ce qu'on vit ici, c'est les humains de partout dans le monde qui sont confrontés à ces défis-là. On peut plus détruire, on doit redonner à la nature. C'est le défi qui se pose en 2021 à l'humain. Oui, la COVID a permis de reconnecter un peu les citoyens avec leur environnement naturel, et les parcs du Québec n'ont jamais vu autant de monde. Les Montréalais ont même eu la visite d'ailleurs d'une baleine. Est-ce que ça peut jouer en faveur des espèces en péril et menacées, Monsieur Branchot, pour terminer? Oui, absolument. Se reconnecter à la nature, c'est un des grands défis qu'on doit avoir dans les groupes environnementaux, les différentes personnes qui sont intéressées à changer le paradigme relationnel avec
avec la nature. Puis personnellement, hier, je me promenais justement dans le site qui est protégé par le décret d'urgence à la Prairie. Il y a des sentiers qui ont été aménagés pour qu'on puisse en profiter l'hiver notamment. Puis on voit les traces du déboisement qui avait été fait pour le développement domiciliaire. Puis on voit tous ces gens-là qui profitent de ces espaces-là sans savoir que c'est grâce à la rainette faugrillon qu'ils peuvent aujourd'hui se reconnecter à la nature. Il faut absolument avoir davantage de campagnes pour faire ça, modifier notre relation et peut-être écouter davantage notre instinct. On a besoin de la nature. Nous sommes des animaux. Nous avons besoin des produits de l'activité de la nature. On respire de l'oxygène, c'est les plantes qui nous fournissent ça. Il faut qu'on se remette à comprendre qui on est vraiment. Puis il y a la science qui vient supporter l'importance de la connexion avec la nature. Ne serait-ce que les bienfaits au niveau de la santé physique et mentale, c'est bien documenté. Donc, vivement une reconnaissance de ce lien fondamental-là qui nous unit à la nature. Oui, donc merci finalement à la rainette Faugrillon de pouvoir justement continuer à nous donner l'opportunité de découvrir nos milieux naturels un peu plus et de reconnecter avec tout ça. Donc merci beaucoup. On était en compagnie d'Alain Branchot, directeur général de la section Québec de la Société pour la nature et les parcs du Québec, et de Patrick Bourgeois, photographe animalier, militant, vous l'avez bien entendu, et guide de plongée. Merci à tous les deux. Merci. Merci à vous. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin, à la recherche, la réalisation et au micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. Écoutez-nous, nous avons des rediffusions cette semaine. Vous pouvez le faire en podcast aussi sur le site de l'agence Science Presse à www.sciencepresse.qc.ca. J'espère que vous avez aimé l'émission. J'espère que vous allez la partager. En attendant de se reparler, bonne semaine. Portez-vous bien. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle.